C'est toujours la guerre entre l'associatif et la CSP, et c'est ça qui est le plus frustrant, puisque c'est l'image du Biarritz Olympique qui en pâtit, et le rugby en général, et c'est dommageable pour notre sport et pour l'image que l'on peut renvoyer aujourd'hui sur certains aspects. C'est très frustrant. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs pros d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un ancien rugbyman qui a raccroché les crampons en 2013. Grand deuxième ligne par la taille et par le talent. Il a notamment joué pendant 10 ans à Biarritz et connu 54 sélections avec l'équipe de France. Il décortique aujourd'hui la Pro D2 pour Canal+ en tant que consultant. Je reçois aujourd'hui Jérôme Thion. Bonjour Jérôme. Salut. Comment ça va ? Très bien, impeccable. Bon, j'ai eu la chance de te croiser depuis quelques années. Il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que tu as l'air toujours en forme physiquement. Écoute, on essaie de s'entretenir un minimum, et puis c'est vrai qu'avec les années qui passent, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc je prends soin de moi, on va dire. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai évoqué brièvement en intro, mais sacrée carrière quand même. Il y a des lignes dans le CV. Oui, il y a des lignes dans le CV, mais j'ai eu surtout de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et puis le fait du travail aussi qui paye. Je pense que j'ai commencé le rugby sur le tard, et c'est vrai que la rencontre de certains éducateurs m'a fait prendre conscience que j'avais peut-être les capacités pour pouvoir jouer au haut niveau dans le rugby, et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Alors tu as terminé il y a presque 10 ans. Oui. Pour toi, c'est comme si c'était hier, ou ça commence à dater un peu les souvenirs ? Non, c'est comme si ça faisait 10 ans. Ouais, non, je vois les années passer, je vois le rugby évoluer, et c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait même pas la possibilité de mettre un seul orteil sur le terrain vu comment le rugby a évolué. Mais très satisfait et très content de pouvoir toujours le commenter et superviser un petit peu tout ça avec Canal. Alors, je vais essayer de synthétiser un peu ton beau parcours sportif. Donc si je me trompe, tu as le droit de me mettre un gros plaquage, juste tu feras le reste de l'émission tout seul, mais tu as le droit. Donc tu commences ta carrière de rugby, elle démarre en 98 au Racing. Oui, tu y joues quelques mois, puis tu es recruté par Clermont, où tu deviens champion de France Espoir en 2001. Oui, c'est ça. Tu migres ensuite du côté de Perpignan, où tu exploses vraiment en première division. C'est là où tu commences à te montrer. Tu disputes avec les Catalans une finale de Coupe d'Europe en 2003. Contre Toulouse. Ouais, 2003, année où tu connais aussi ta première sélection avec les Bleus. Exactement. Et année aussi où tu prends la direction du Biarritz Olympique, club pour lequel tu joueras jusqu'à la fin de ta carrière en 2013, et avec qui tu remporteras 2 boucliers de Brennus en 2005 et 2006. Et un challenge européen en 2012. Et côté équipe de France, c'est pas mal non plus. Première sélection en 2003, on l'a dit. Il y en a eu 54 en tout, 3 capitanats. Et tu as disputé 2 Coupes du Monde et remporté 2 tournois Destination en 2006 et 2007. Est-ce qu'on est bon ? T'as tout bon. Ça va, je suis entier encore, donc c'est que ça va à peu près. Donc si tu veux bien, on va revenir sur les origines de la machine, puisque c'est comme ça qu'on t'appelle, modestement. Qu'on m'appelait. On t'appelait. C'est plus le cas, parce que les temps ont évolué, j'ai les années qui passent, et puis voilà, et je côtoie toujours des anciens joueurs qui m'appellent toujours de cette manière, mais c'est vrai que à 45 ans, c'est plus trop la machine quand même. On me dit pas qu'on t'appelle GG quand même. Il y en a certains. Je bannis ça. Bon, alors on va essayer de revenir là-dessus. Tu es né en région parisienne, à Senlis. Ouais. Enfin, on est sur de la lointaine région parisienne. Là. C'est l'Oise, c'est pas loin. Terminus de RER. Là, exactement. Là, voilà. Donc tu es plutôt gâté par la nature. Donc tu vas vite entrevoir un destin de sportif de haut niveau. Même si c'est pas du tout vers le rugby au départ que tu te diriges, tu me l'as dit. Ouais, c'est vers le basket. À la base, je suis nageur, puisque je commence la natation très tôt. J'arrête la natation vers 14 ans. Et je suis mes parents qui sont mutés dans le sud-ouest, du côté de Tarbes. Et c'est là où je commence à jouer au basket. Alors déjà, je joue au basket à l'époque avec mon frère sur les playgrounds, puisque c'était vraiment mon sport de prédilection et le sport collectif que
j'appréciais énormément. On faisait énormément de terrain sur le playground avec mon frère qui a 3 ans de plus que moi. Et en partant du côté de Tarbes, j'intègre l'équipe, une équipe qui était en région, le TGB, qui avait une équipe en féminine en première division, une équipe de National 2 chez les garçons. Et j'intègre cette équipe à 14 ans où je fais une année de basket. Et suite à ça, fin de cette saison, j'entrevois la possibilité de pouvoir faire un stage de basket avec l'élan Bernay pour Orthez. Ça s'appelait le Fast Break Camp. C'était Michel Gomez, à l'époque, qui était entraîneur de l'élan, qui organisait ce camp de basket en plein été. Et suite à ce camp de basket qui s'est bien passé pour moi, en fait, j'ai Claude Bergeau, qui était le directeur de centre de formation de l'élan Bernay, qui vient voir mes parents à la fin du stage et qui leur demande d'avoir la possibilité de me recruter, de me faire intégrer le centre de formation, alors que j'avais simplement un an de basket avec une vraie formation, on va dire, d'équipe. Je connaissais que le playground durant toutes ces années. J'ai fait une année de basket en région et puis j'ai intégré le centre de formation à l'élan Bernay pour Orthez, où j'ai passé 3 ans. Alors tu me le dis, le basket, c'était aussi une passion pour toi. Tu étais vraiment animé de ça. Je crois que si tu suivais un petit peu la NBA, alors ça devait être le soir, hein, tu devais te coucher tard, mais l'époque des Michael Jordan, des Scottie Pippen, des Reggie Miller, tout ça. Oui, j'étais bercé à ça en fait, avec Georges Eddy, avec la NBA. C'est vrai qu'avec mon frère, on était passionné par ce sport. À travers la télé, bien entendu, tu l'as dit, on se levait tôt ou on se couchait tard de temps en temps pour pouvoir regarder les matchs. Et c'est le sport de prédilection pour moi et mon frère. Et surtout, j'ai toujours autant d'appétence pour ce sport et je regarde énormément de basket en ce moment. Tu jouais quel poste ? Je jouais ailier fort. Ailier fort, donc ça veut dire que tu t'as aligné les 3 points ? Pas spécialement, non. Non, c'était plutôt 2 points. Je restais dans la raquette et je faisais mes petits moves qui permettaient d'avoir travail au poste. Ailier fort, c'est plus un garçon qui va shooter au poste et qui va travailler un petit peu en intérieur. D'accord. Et donc tu fais 3 ans au centre de formation de l'élan Béarnais, tu l'as dit. D'ailleurs, une petite question. Il était quel type d'élève, le jeune Jérôme Thion, du côté du lycée Saint-Jean-de-Perse de Pau ? Il était passionné par le sport. Avant tout. Et quel genre d'élève je vais pas trahir le truc, mais c'est vrai que j'ai fait un cursus scientifique et franchement, j'étais pas spécialement très attiré par les études, donc j'étais plus focalisé sur le basket, même si on avait l'obligation d'avoir des bons résultats pour pouvoir jouer au centre de formation. Mais c'était pas spécialement ma passion, on va dire. Bon, tu remarqueras, j'ai des infos sur ton parcours scolaire. C'est un métier et ça n'a pas grand-chose à voir le fait que moi je sois palois et que j'ai un grand frère qui a à peu près ton âge. Qui a vraiment très peu d'influence là-dessus, sur ces informations. Et donc du coup, suite à ces 3 ans, tu repars en région parisienne, c'est ça, pour jouer Mes parents sont mutés de nouveau en région parisienne et je remonte en région parisienne. Je finis mon cursus de 3 ans. Et je remonte en région parisienne à l'ECOP, qui est un club de National 1 à l'époque, qui est Cergy-Pontoise, où je signe pour jouer au basket. Et je repars au lycée aussi par la même occasion du côté de Conflans-Sainte-Honorine. On l'a dit, le rugby assez loin. Et comment il arrive à toi, tout simplement, le rugby ? Alors j'ai un coéquipier à moi qui me présente un ami. Et qui, ce fameux ami, jouait au Racing Club de France à l'époque, à Colombes. Et vu mon gabarit, il me dit écoute Jérôme, ce serait pas mal d'essayer le rugby, je pense que tu as de quoi faire. Et on imagine qu'il y a quelques possibilités avec ton gabarit de pouvoir jouer au rugby. Et moi, franchement, j'arrivais dans une impasse avec le basket, puisque je savais que j'étais limité en termes de niveau, puisque j'ai commencé très tard et le basket est vraiment un sport où il faut tout maîtriser pour pouvoir jouer véritablement professionnel. Et je connaissais assez mes limites et l'opportunité de jouer, de découvrir un autre sport m'a fait m'entraîner pendant 6 mois en cachette de tout le monde tous les mercredis. Donc j'allais en voiture à Colombes. Je m'entraînais avec la section Réchelle du Racing et à la fin de cette fameuse année, j'ai dû faire un choix.
Ce choix a été assez facile à faire puisque je fais ma saison de basket, tout se passe bien. J'ai Bondy qui est en Pro B qui me propose un contrat pro, donc basket. Et j'ai le Racing avec Christophe Monbet. Et on parlait tout à l'heure d'éducateur. Je me souviens de Dominique Rose qui m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a vraiment expliqué le rugby et qui m'a fait découvrir ce sport et aimer ce sport à travers les rencontres, à travers les coéquipiers que je pouvais avoir, surtout à l'époque en Réchelle. Et ça m'a vraiment fait basculer. Et j'ai commencé à zéro du côté du Racing Club de France. Alors quand tu arrives dans l'effectif qui est pro du Racing, et alors après à fortiori à Clermont avec les grands joueurs qu'il y a, tu as moins d'1 an de rugby derrière toi. Ouais, j'ai 6 mois de rugby et c'est un peu l'ovni parce que je connais pas toutes les règles. J'ai aucune culture rugby. Quand on me parle d'un joueur qui a joué hors d'équipe de France, j'y pompe rien. Ouais. Tu vois, tu me parles de Richard Dacoury, je vais t'en parler. Tu me parles ah oui, non mais à l'époque, j'avais zéro culture rugby. Et puis c'était pas une culture qui était transmise dans ma famille. On était tous les sports sauf le rugby. Et justement, c'est une vraie découverte. Du coup, quand tu arrives dans un vestiaire comme ça où tu as à côté de toi des mecs qui font ça depuis tout petit. Tu joues avec eux. Est-ce que tu sens ils te regardent un petit peu bizarrement? C'est qui celui-là? Ils sont assez surpris parce que, comme je te dis, c'est un peu l'ovni qui arrive dans le vestiaire. Moi, j'arrive avec cette culture basket, donc avec une structure vraiment professionnelle, puisque j'ai connu ça depuis l'âge de 15 ans. Donc et le rugby est en pleine mutation. C'est à l'époque où le rugby devient professionnel depuis quelques années. Et moi, j'ai peut-être aussi cet avantage d'avoir connu le professionnalisme déjà très jeune. Donc dans ma tête et dans mon esprit, je sais pertinemment qu'il y a possibilité de faire quelque chose dans ce sport. Alors tout ne va pas se passer comme je le souhaite et c'est ça aussi la force de pouvoir rebondir et d'avoir toujours une remise en question. Mais c'est vrai que ça m'a apporté aussi cette culture pro directement quand je suis arrivé au Racing. Alors, après, tu vas à Clermont. Alors là, c'est encore une autre dimension, hein, parce que là, tu arrives au milieu des Magnes, des Tony Marsh, des Troncone. Alors, toi qui voulais connaître le haut niveau, je pense que tu étais plutôt pas mal servi. Et ça devait être à la fois incroyable et terrifiant quand même. Terrifiant, pas spécialement, parce que j'étais jeune, j'avais envie de réussir et j'étais ambitieux comme tout sportif de haut niveau. Et c'est vrai que le gap entre le Racing en termes de structure avec le Racing et l'ASM, ça a été un vrai changement sur la structure professionnelle, sur ce qu'on pouvait avoir à disposition pour pouvoir évoluer et puis surtout les entraîneurs qui avaient à l'époque. Je passe une première année où tout se passe bien et la deuxième année, on a un entraîneur qui arrive d'Australie, Tim Lane, et qui arrive à un moment et qui me dit écoute Jérôme, t'as pas du tout le niveau, tu vas jouer en espoir pendant toute l'année, on veut pas de toi en groupe pro. Donc là déjà première difficulté dans ma carrière. Et grosse remise en question. Alors tu l'as dit tout à l'heure, je crois que le titre aussi avec les espoirs, on était pas mal de jeunes joueurs à éclore avec Lionel Faure, avec David Gabin. Il y avait des garçons comme Jérôme Bonvoisin qui par la suite ont eu des grandes carrières de rugbyman. Mais c'est vrai que ça a été un élément déclencheur pour de nouveau retravailler, de nouveau se remettre en question et après basculer du côté de Perpignan. Ta première sélection en équipe de France, puisque justement après tu pars de Clermont, tu arrives à Perpignan, là où tu réalises des grosses performances et donc tu te montres. Ta première sélection, elle arrive en 2003, là encore c'est très rapide. Juste avant la Coupe du Monde, tu seras d'ailleurs sélectionné par Bernard Laporte. Est-ce que c'est pour toi le genre de souvenir qui reste gravé, un premier match en équipe de France forcément? Déjà le premier match pro reste gravé, le premier match en équipe de France et je passe 2 ans à Perpignan où je passe 2 ans extraordinaires. Je suis dans une équipe dure à jouer parce qu'il y a quelques joueurs qui avaient du caractère. J'ai un entraîneur Olivier Seissé qui me fait énormément confiance et qui me permet de pouvoir évoluer en tant qu'homme et en tant que sportif de haut niveau. Et je suis vraiment très bien intégré dans cette équipe et c'est lui qui me permet de pouvoir accéder à l'équipe de France. La première sélection, c'est en Argentine. Match perdu, malheureusement, mais j'ai la chance de pouvoir faire cette tournée. On fait 2 matchs en Argentine, un match en Nouvelle-Zélande et la découverte du très haut niveau avec Bernard Laporte, avec des garçons que j'admire aussi et que je côtoie ou avec qui je
joue en équipe, donc une vraie découverte pour moi, et c'était aussi l'opportunité, parce qu'on sait toujours que la veille des Coupes du Monde, il y a toujours une tournée, et c'est toujours l'opportunité pour quelques joueurs de pouvoir intégrer le groupe de la Coupe du Monde. Et j'ai cette chance de pouvoir faire une tournée assez correcte, malgré les 3 défaites, mais qui me permettent d'intégrer l'équipe de France et de pouvoir faire partie du squad pour la Coupe du Monde. Alors, première sélection, on l'a dit, contre l'Argentine. Ouais. Tu es titulaire en deuxième barre aux côtés d'un certain David Oradou. Ouais, Bibi Oradou, ouais. Voilà, ouais. Et je te parle de David Oradou, tu commences à voir où je vais en venir, parce que 2 ans plus tard, en 2005, ouais. Tu te retrouves face à lui en finale du championnat de France avec Biarritz contre le Stade Français. Ouais. Et donc pour ce match, on a le lieutenant Jérôme Thion qui est envoyé en mission commando. L'objectif, faire un peu dérailler le pack parisien, et son chef des opérations, donc Bibi Oradou. Et Bibi, c'était le spécialiste, Bibi. Hein. Bibi, tu l'as pas raté ce jour-là. Hein. Bon, j'ai pas trop touché, je pense. C'était beaucoup de moulins avant, mais voilà. Et c'est vrai qu'on avait passé une saison correcte avec le Biarritz Olympique. On se retrouve en finale contre le Stade Français. À l'époque, vraiment, le Stade Français, on avait beau être en équipe de France avec énormément de joueurs du Stade Français. On se sentait très très bien avec Bibi, avec Sylvain Marconnet, Peter De Villiers et compagnie. Mais c'est vrai que sur le terrain, bon, il y avait pas de pitié, quoi. Et c'est vrai qu'on connaît Bibi, cette faculté de pouvoir passer un petit bras, de pouvoir gêner l'adversaire, on va dire, pour garder les mots. Et ce jour-là, je me souviens très bien, je suis derrière David Cousinet, je le soulève et je vois la main de mon cher Bibi qui passe entre mes bras, qui pousse David Cousinet, qui tombe, et puis là, pas trop de réflexion, et c'est parti en bagarre, mais bon, voilà, c'est une petite anecdote de cette finale. De toutes les finales qu'il y a eu depuis 2020, c'est la plus tendue, hein, c'était oui. Sur le terrain, fallait pas s'échapper, oui. Voilà, et maintenant il y a prescription, mais il y a quand même une volonté chez vous, au Biarritz, d'aller les chercher un petit peu sur ce terrain-là, quoi, de les faire peut-être un petit peu déjouer. Parce que c'était aussi une équipe qui était très compliquée à jouer. On les avait joués 2 fois dans l'année, ça avait été tendu. Il y avait aussi eu des bagarres sur ces 2 matchs, et on savait que ça passait par énormément de combats. Alors des fois on bascule un petit peu sur des bagarres, mais ça n'a jamais été très méchant, et personne n'est resté allongé, quoi. Alors à Biarritz, c'est quand même là où tu connais tes meilleures années de rugbyman, hein, tu es champion de France 2 fois d'affilée, c'est quand même assez rare. Mais moi, il y a une question qui me brûle un peu les lèvres, j'espère que tu vas y répondre avec la plus grande franchise. Est-ce que c'est au BO que tu lances la légendaire mode des mitaines? Non, les mitaines sont arrivées très tôt. On va parler de ça, oui. Ah, il faut parler de ça à chaque fois, c'est ça. Il faut en parler. Non, les mitaines sont arrivées très tôt. Je crois que c'est... oui, t'as raison. 2003, j'avais pas de mitaines, et arrivé à Biarritz, la découverte des mitaines, c'est ça. Mais c'était la mode, hein, n'oublie pas. Si tu récupères quelques images, il y a quelques joueurs tu lances quelque majeurs. Chose. Non, je lance pas une mode, mais il y a quelques joueurs majeurs qui jouent avec les fameuses mitaines. Alors moi, j'ai cru comprendre que Brock James, en te voyant avec des mitaines, les avait testées une fois, et voilà, et c'est dit, je suis obligé de le... Je sais pas si Brock James, j'ai inspiré Brock James, mais en tout cas, j'ai pas sa capacité, j'ai pas ses compétences au pied, donc je pense pas avoir lancé une mode, mais bon, j'étais pas le seul à avoir les mitaines. Il y en a plus beaucoup depuis. Non, ça a disparu. Ça a disparu. Depuis, j'ai arrêté. Après toi, la mode, elle n'a pas survécu à ta carrière. C'est dommage, parce que ça donnait un style ouais. Particulier. On a parlé de ta carrière qui a été quand même assez belle, hein, même magnifique, on peut le dire. Elle a été marquée à la fin dans les dernières années quand même par une déception sportive. C'est celle de ne pas avoir été retenu pour la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande, à l'instar des Sébastien Chabal, des Yannick Chauzion. C'est le plus gros regret de ta carrière? Non, c'est pas le plus gros regret de ma carrière. C'est un regret parmi tant d'autres, mais ça fait partie d'une carrière de sportif de haut niveau, d'avoir des objectifs, de ne pas pouvoir les atteindre, et la déception de ne pas pouvoir participer à la Coupe du Monde. J'ai eu la chance de pouvoir vivre énormément de grands événements avec l'équipe de France. Écoute, je devais pas faire partie de cette équipe, c'est comme ça. Alors ils ont eu la chance de pouvoir faire une finale, malheureusement de la perdre.
Mais j'ai pas de regrets parce que j'ai tout fait pour y arriver. Et bon, si j'ai pas réussi, c'est que ça ne devait pas être mon jour. C'était le contexte, fameux match en Italie, là, dont tout le monde en parle, où il y a eu les sacrifiés, où il fallait prendre des décisions, etc. Et t'en fais un petit peu les frais avec Seb Chabal. J'en fais les frais, on fait partie de cette génération aussi un petit peu sur le déclin. On était une équipe aussi avec beaucoup de caractère, donc difficile aussi peut-être à gérer du côté de Marc Èvremont. Le seul regret que j'ai, c'est par rapport à la manière dont ça s'est fait, la manière dont ça a été annoncé. C'est-à-dire que j'ai pas eu de coup de fil du sélectionneur en me disant ben voilà Jérôme, tu n'es pas pris parce que tu rentres pas dans la case de ça. Voilà, c'est le seul regret que j'ai pu avoir. Et derrière, je téléphone à Marc pour lui dire que voilà, je suis déçu de ne pas être, c'est moi qui fais la démarche, hein, je suis déçu de ne pas être sélectionné, mais que je vous souhaitais la meilleure réussite possible avec cette équipe de France. Donc j'avais pas de regrets, enfin si, j'avais des regrets, mais je n'en tiens pas rigueur aujourd'hui, quoi. Ah ouais, justement, parce que d'ailleurs, pour la petite anecdote, toi, Seb Chabal, Marc Èvremont, vous êtes dans la même maison maintenant, à Canal+, en tant que consultant. Donc du coup, c'est passé, il n'y a pas de poignée de main fraîche à la machine à café, non. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais je te dis, moi, c'est quelque chose qui est passé. Je lui en ai parlé, on a discuté. Il regrette aussi, lui, de son côté, de ne pas avoir fait la démarche de me téléphoner, d'être très clair sur le sujet. Voilà, ça fait partie aussi des petites déceptions qu'on peut avoir dans une carrière. À quel moment, parce que là tu es plutôt vers la fin, à quel moment tu commences à penser à l'après, à ce qui va se passer après? Très tôt parce que je m'aperçois qu'à un moment donné, enfin je ne sais pas que je m'aperçois, mais je vois bien autour de moi tous ceux qui arrêtent ont besoin de trouver un angle de reconversion. Et moi j'avais la chance on avait déjà la chance d'avoir Proval et l'Agence 15, et j'avais déjà fait les démarches de faire un bilan de compétences avec le Biarritz Olympique à l'époque. Donc on avait quelques aides pour pouvoir faire ces bilans de compétences. J'avais une orientation plus sur le management d'entreprise. Et durant les 2 dernières années de ma carrière, je m'étais rapproché d'une école de commerce pour pouvoir m'inscrire sur un master en management. Au terme de ma carrière, de pouvoir enchaîner de suite l'année suivante sur 18 mois de formation. Donc ça, c'était prévu et j'avais un petit peu anticipé ça. Il y a eu un moment dans ta carrière un peu particulier, c'était en 2005, tu te blesses, ça aurait pu remettre pas mal de choses en question. C'était un match France-Afrique du Sud où tu prends un attentat, faut le dire les choses comme elles sont, un coup de coude, voilà, c'est même pas un raffut, c'est un coup de coude dans la gorge, tu te blesses, ça aurait pu être beaucoup plus que 2 mois d'indisponibilité. Ouais. Est-ce que ce moment-là, ça crée aussi une petite réflexion chez toi, peut-être de voir que le rugby peut s'arrêter peut-être rapidement? Mais c'est sûr et certain. Oui, j'ai passé 2 semaines à l'hôpital. Je me retrouve avec le larynx fracturé. C'est vrai que ça remet un petit peu en question le modèle et la manière dont on vit de notre passion. On a la chance de pouvoir évoluer dans un sport qui nous permet de vivre, et c'est vrai que du jour au lendemain tout peut s'arrêter. Donc c'est dans ces moments-là, dans les moments où tu es blessé, où tu as une vraie remise en question et tu essaies de te projeter sur l'avenir, et ça fait partie de ces moments-là où tu réfléchis à l'après-carrière. À quel moment tu décides de franchir le pas? C'est quoi c'est qui t'amène à franchir le pas? C'est quoi? Et de te dire allez, je lance quelque chose parce que tu as repris le... C'est une démarche personnelle. Après, moi, j'ai repris une affaire alors que j'étais encore joueur. Il me restait encore... j'ai repris une affaire. J'avais 31 ans. Ah oui, donc il te restait 4 ans de carrière. Il m'a resté 4 ans de carrière. Je reprends le clubhouse juste à côté d'Aguilera, donc le BO Café, durant 4 ans, où j'exploite pendant 4 ans. C'était simplement une rencontre. Quelqu'un qui me dit, ce serait bien que tu t'associes, que tu t'investisses dans cet établissement. Et de fil en aiguille, je me suis vraiment pris au jeu, et ça m'a permis de pouvoir mettre le pied à l'étrier sur une petite structure à l'époque,
mais qui marchait très bien, et de découvrir ce métier-là. Comment tu gères ton temps, tout simplement, en tant que sportif professionnel? Tu as le BO, et ça, est-ce que c'est un truc qu'on regarde d'un petit peu loin? Est-ce qu'on essaye quand même de mettre un petit peu d'implication? Comment tu gères ça? J'étais impliqué personnellement, hein. Je m'occupais de tout ce qui était papier, comptabilité. J'essayais de gérer un maximum. Alors on avait un staff pas spécialement pléthorique. On avait 6 employés, mais c'était aussi la découverte du management, la découverte du monde de l'entreprise qui n'est pas du tout le même que ce que tu peux connaître à travers ton sport, c'est-à-dire un sport collectif où tu es obligé d'avoir du combat, là, tu es obligé de mettre un petit peu plus de forme lorsque tu parles à tes employés et à tes collaborateurs, d'avoir une autre approche de la vie tout simplement, et de s'apercevoir qu'on est vraiment des privilégiés de pouvoir vivre de notre passion, parce que quand tu vois la difficulté du travail et le temps d'implication sur certains postes, c'est vrai que on s'aperçoit qu'on est assez béni des dieux quand même par moment. Qu'est-ce qui t'a plu dans la restauration? Parce que de base, toi, tu n'as aucun lien avec la restauration. J'ai personne de ma famille qui travaille dans la restauration. Après, je suis passionné de nourriture, comme beaucoup de joueurs de rugby. Je crois que le rugby et le sport en général, c'est toujours aussi des rencontres. C'est cette capacité à pouvoir faire de bonnes tables, à pouvoir échanger. Et cette notion d'accueil, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé bien manger, comme beaucoup de rugbyman. Et c'était aussi l'opportunité de pouvoir mettre un pied dans le monde de l'entreprise, de pouvoir découvrir ce milieu-là. Et c'est vraiment un milieu qui m'a énormément plu assez rapidement. Le faire au Pays Basque, pour toi, c'était naturel, hein, Et j'allais pas m'amuser à monter un restaurant à La Rochelle, alors que j'habite à Biarritz, on va dire, mais c'est vrai que... Et puis surtout, tu es obligé d'avoir de la proximité avec ton lieu de travail. Là, c'était au Saint-Maine du stade, donc je ne pouvais pas rêver mieux. L'arrêt de la carrière, le passage du joueur actif au joueur retraité, on appelle souvent ça la petite mort, et c'est pas anodin. Je crois que pour toi, d'ailleurs, ça a été assez brutal, hein. On peut même parler de dépression, quoi. C'est un état difficile. C'est brutal pour tout le monde, hein. Après, je défie tous les joueurs qui arrêtent leur carrière de me dire que tout s'est bien passé. Ça, c'est faux. Et tout à l'heure, on en parlait, l'anticipation d'après-carrière, t'as beau tout cadrer, tout projeter. Au final, la difficulté de sortir du groupe, de ne plus avoir cette vie avec énormément de repères, avec un cadre vraiment prédéfini, de se retrouver dans une situation où tu es gestionnaire de ton temps et que c'est à toi de tout mettre en place pour pouvoir évoluer, pour pouvoir subvenir à tes besoins de ta famille. Il faut être bien entouré pour ça. Et ça, j'avais anticipé en m'inscrivant sur cette formation de Master en Management, qui a été aussi, d'une certaine manière, me prouver que je pouvais avoir la capacité de repartir sur les études, de pouvoir décrocher un diplôme qualifiant et surtout avoir une certaine légitimité par rapport aux gens que j'avais en face, que ce soit les banquiers, que ce soit les entrepreneurs avec qui je pouvais échanger. Et ça a été un moyen avec lequel j'ai pu passer le cap un petit peu plus facilement que d'autres. Et justement, ce blues-là de plus jouer, est-ce que le fait d'avoir été dans une entreprise, d'avoir monté quelque chose qui est dans un milieu qui est très exigeant, qui te demande beaucoup de temps, ça atténue un petit peu, ça t'a permis d'avoir l'esprit un petit peu ailleurs et de ne pas penser justement à... Complètement, oui, associer donc les études pendant 18 mois, le travail au restaurant, de manager, de faire évoluer, d'avoir une vision commerciale, d'avoir une vision qui te permette de faire évoluer l'entreprise aussi a été vraiment déterminant pour moi et m'a permis de passer le cap du rugby, du joueur de rugby professionnel, puisque aussi la difficulté, c'est que je m'arrête sur une blessure et c'est moi qui décide de m'arrêter en me disant, voilà, à un moment donné, tu as 35 ans, il faut penser à autre chose, il faut pouvoir se projeter sur une vie tout à fait normale et une vie d'entrepreneur, il faut passer le cap et c'est moi qui ai pris la décision, même si j'étais blessé, j'avais l'opportunité de signer 2
2 ans de plus. Mais à un moment donné, il faut savoir tourner la page. J'avais eu la chance de pouvoir tout connaître avec le rugby. Le rugby m'a tout donné, donc il fallait que je passe à autre chose. Tu parlais dans une interview récente du fait que quand on est joueur pro, on pense un peu pour toi. Ouais. On fait tout pour toi. On te dit même comment tu dois t'habiller pour les Bien sûr. réceptions, tout ça. T'es chouchouté. Ouais. C'est un sacré défi de passer de ça un peu l'inverse, c'est-à-dire à devoir penser, anticiper, gérer. Après, tout dépend de ton éducation, tout dépend de la manière dont tu as assimilé ton ton rôle de joueur professionnel. Alors certes, on avait tout le cadre, mais je pense qu'on était une génération, on avait pas mal d'autonomie. Tout le monde avait une petite idée de ce qu'il voulait faire sur l'après-carrière. On avait tous essayé un petit peu d'investir sur 2-3 trucs. Donc on savait pertinemment qu'on ne pouvait pas s'arrêter du jour au lendemain et dire ok, je vais pouvoir subvenir à mes besoins avec ce que j'ai mis à droite ou à gauche. On savait qu'on devait travailler. Donc le cadre, oui, ce qui manque le plus, c'est la vie de groupe. C'est ça où c'est très compliqué de passer d'une vie de groupe à 30 où tu as l'habitude de passer 8 heures par jour avec 30 mecs, de passer de 8 heures par jour à 0 heure et de ne pas avoir ces échanges, de ne pas avoir ces entraînements. C'est pas spécialement le terrain qui te manque, quoi. C'est cette vie de groupe. Question un peu récurrente dans ce podcast, si tu devais te situer en tant que chef d'entreprise, tu serais plutôt Marcel Dagrenat, plutôt Marcel Martin ou plutôt Serge Blanco, 3 des présidents que tu as connus durant ta carrière? Marcel Martin. Marcel Martin, ouais. Président du Biarritz Olympique durant tes premières années. Président emblématique et Marcel qui m'a fait signer au Biarritz Olympique et que je pense tout le monde a apprécié lors de son passage. Et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu le CV, les titres de champion de France, et quand il y avait Marcel Martin, quand le Biarritz Olympique était vraiment au top, c'était Marcel qui dirigeait le club. Bon, ce bruit doit te parler un petit peu. Ouais. La sirène, dernière possession. Il y a un bonus à aller chercher, pas d'en avant, interdiction de botter en touche. En 2021, avec d'anciens coéquipiers à toi de Biarritz, vous vous réunissez, tels les Avengers, pour prendre la tête de l'association amateur du Biarritz Olympique. Question, est-ce que ça te manquait tant que ça de prendre des coups et de mettre la tête là où personne ne met les doigts? Je pensais pas que ça prendrait telle ampleur et une telle envergure. C'est vrai que lorsque l'on a l'opportunité de reprendre l'assaut du Biarritz Olympique, le but est pour remettre un petit peu dans le cadre et sur l'histoire qui s'est passée. On était dans une situation où le Biarritz Olympique avait un président, a toujours le même président, et il y avait des pourparlers de mutation de cette équipe du Biarritz Olympique à Lille. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancien joueur et en tant qu'ambassadeur ambassadeur pour tous les anciens et représentant du fanion du Biarritz Olympique, on était assez surpris de la tournure que ça pouvait avoir. Et quand on a eu l'opportunité de pouvoir intégrer l'association du Biarritz Olympique Rugby, on n'a pas trop réfléchi à tout ce que ça pouvait impliquer. Mais on s'est engagé et on a dit que on ferait tout pour que l'association puisse perdurer. Il y avait quelques tensions avec la CSP et on s'est retrouvé dans une situation qui a pris pas mal d'ampleur et qui fait la une des journaux de temps en temps, et on se bat toujours pour pouvoir exister et pour que toute la formation et toute la jeune génération et la future génération du Biarritz Olympique puisse avoir des structures et puisse évoluer dans les meilleures conditions possibles. T'arrivais déjà dans un contexte un peu particulier. C'est vrai que ça paraissait un peu dingue, cette histoire de Lille, alors que Biarritz, c'est au bout de la France. Enfin bon, c'était un petit peu étonnant. L'ambiance, elle est assez pesante, que ce soit avec la mairie, vous, les provocations sur les réseaux sociaux. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir dans la télé-réalité, mais pas vraiment ce qu'on connaît dans le rugby, quoi. Non, pas ce qu'on connaît dans le rugby. Et puis surtout, c'est le manque de communication et le manque d'échange avec la structure professionnelle qui est le plus frustrant, sachant que il serait 10 fois plus facile de pouvoir s'asseoir autour d'une table. Alors on avait, malheureusement, c'est pas le cas. Il y a eu 2 échanges. On a eu une médiation, enfin on était
censé avoir une médiation de la part de la Ligue et de la Fédé. On attend toujours qu'il y ait un délibéré par rapport à cette médiation qui a eu lieu il y a plus d'1 an et demi. On est toujours dans l'attente des instances qu'elles prennent une décision, et c'est toujours la guerre entre l'associatif et la CSP, et c'est ça qui est le plus frustrant, puisque c'est l'image du Biarritz Olympique qui en pâtit, et le rugby en général, et c'est dommageable pour notre sport et pour l'image que l'on peut renvoyer aujourd'hui sur certains aspects. C'est très frustrant. Alors le positif, c'est qu'à l'inverse, on dit souvent, hein, voilà, le rugby c'est un ballon, et quand il n'y a plus le ballon, il y a toujours les copains, et vous montrez l'image d'un groupe qui a vécu de très belles choses ensemble, et qui se réunit par amour pour le club. On est typiquement dans ce que le rugby aime montrer quand même. Oui, on est dans ce rugby-là, mais on a passé 10 ans en tant que pro. On a eu la chance de pouvoir vivre de notre passion à travers le Biarritz Olympique pour la plupart, pour Dimitri, pour Imanol, pour David Cousinet. On est pas mal d'anciens joueurs impliqués dans cette association, et aujourd'hui, voilà, on a une vision des choses où l'associatif a besoin d'exister à travers aussi le centre de formation, à travers les structures qu'on a réussi à mettre en place depuis notre accession. Et on veut que voilà, cette jeune génération, tout ce rugby amateur, puisse vivre correctement et surtout évoluer le plus sereinement possible avec de bonnes structures. Tu avais juré de jamais devenir consultant. Ouais. Tu l'es aujourd'hui. Putain. Tu n'avais pas prévu non plus de faire du rugby, et tu as Non. eu la carrière qu'on connaît. Est-ce que maintenant que tu as mis un pied dans la gestion du club, alors trésorier, hein, c'est ça? Ouais, je suis trésorier, j'ai le pire poste, je crois. Trésorier Ouais. de l'association du Biarritz Olympique. Est-ce qu'on pourrait t'imaginer dans un futur plus ou moins proche, dans un rôle similaire de dirigeant, dans un club pro? Bon, peut-être pas tout de suite avec le Biarritz version Jean-Baptiste Aligé, mais est-ce que ça t'a donné des envies? Mais en fait, quand j'ai commencé mon master en management, l'objectif c'était vraiment de repartir dans le rugby et d'avoir un poste au sein d'un club professionnel. Ah oui. Alors j'aurais rêvé de pouvoir être manager du Biarritz Olympique, ça n'a jamais été le cas, et j'ai jamais eu l'opportunité. Mais c'est un rôle qui me plairait, puisque j'ai la chance de pouvoir connaître la structure. J'ai évolué dans ce milieu-là. J'essaye de me mettre à jour sur pas mal de choses à chaque fois que j'en ai l'opportunité. Donc oui, c'est quelque chose qui me plairait. Alors en attendant, tu es toujours dirigeant du Lieu des Pêcheurs, Ouais. à Anglette, restaurant spécialisé dans le poisson, mais pas que. Si tu devais nous conseiller un plat, ton plat préféré à la carte, tu nous conseillerais quoi? Merlu à l'espagnol pour 2 personnes. Un merlu d'1 kilo avec une petite sauce espagnole, des piquillos, cuit au four. Et voilà, un petit accompagnement avec un risotto des potes qui est extraordinaire. La régalade, quoi. Ah, tu nous as donné envie. Bien, c'est noté, Jérôme, merci d'avoir été mon invité. Merci à toi. Terrain conquis, et on te dit à très bientôt. À très vite.